Oui, je me suis un petit peu demandé pourquoi on m'invitait dans un colloque aussi sérieux pour parler d'un projet qui l'était si peu. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, je viens parler d'un projet d'aménagement temporaire qui doit donc prendre fin en 2009, normalement, et qui est donc un projet très spécifique. Je vous rassure, on ne fait pas dans notre agence que des projets événementiels, on fait aussi des projets définitifs. Ceci étant, le fait de choisir de répondre à cette commande d'un aménagement provisoire nous avait inquiétés dès le départ, parce qu'on s'était dit qu'en effet, intervenir pour si peu de temps, avec si peu de moyens, c'était juste des coups à prendre. Et en même temps, on s'est dit, quand on a répondu à cet appel d'offres, qu'il y avait à travers cette commande d'un aménagement provisoire, parallèlement à une époque où se déroulait sous l'égide des services municipaux un concours sur l'aménagement définitif du centre-ville, les moyens de dire deux, trois choses pour alimenter un débat dans une ville qui, pour des raisons qui sont un peu complexes à évoquer ici, nous paraissait pas suffisamment ambitieuse dans ses politiques en matière d'espace public en comparaison des autres métropoles. Donc on s'était dit, finalement, travailler sur un aménagement provisoire, ça peut être l'occasion de raconter quelque chose, un petit peu comme une sorte, en effet, d'intervention événementielle, quelque chose sur la rue, sur la ville, et aussi de faire passer quelques messages sur la manière d'aborder l'aménagement de l'espace public. Et dans ce cas-là, on rejoint en effet la préoccupation d'aujourd'hui qui était mise en exergue de la petite notice qui disait « Interroger la ville » pour mieux la concevoir demain. Je crois que nous n'avons pas eu plus de prétentions que cela, et donc je vous présente un petit peu ce qui nous a amenés sur cette démarche. Donc c'était un projet sur lequel il fallait aller très vite. On avait 3 semaines pour arriver à sortir le projet. La commande était que ce projet devait avoir un impact fort. Les contraintes techniques étaient très importantes puisqu'on ne pouvait pas modifier en profondeur la rue. On va passer sur les détails. Il fallait travailler dans un coût relativement limité. Les demandes, par contre, elles, étaient extrêmement nombreuses, comme vous le savez, sur un espace public, sans qu'on ait le temps, bien sûr, de faire le travail qu'on fait sur les aménagements définitifs d'une concertation très longue. Et surtout, la principale contrainte, c'est qu'on avait 2 mois, jour pour jour, pour produire 20 000 m² d'espace public. Ce qui est au moins la principale prouesse de ce projet, d'être arrivé entre le 15 juillet et le 15 septembre à modifier la rue principale du cœur de ville. Donc je vais essayer juste rapidement de vous dire un petit peu quelle est la réflexion qu'on s'est faite autour de ce projet, la lecture qu'on a eue de la rue, de sa problématique dans Toulouse, et ensuite essayer d'analyser pourquoi cet aménagement provisoire qui animait déjà depuis pas mal de temps différentes personnes tout à fait compétentes n'arrivait pas à sortir, et ce qui nous a amené à proposer cette option. Donc une petite vue de la rue telle qu'elle était initialement, et sans rentrer trop dans les détails, mais l'histoire de la rue, c'est l'histoire d'un projet déjà, on va le voir, enfin d'un projet inabouti, qu'on a appelé une percée ambiguë. C'est pourquoi inabouti, c'est que dans le projet initial qui était à l'origine lié à l'ingénieur Maguès, et qui prenait suite aux aménagements précédents de Mondran et de Virban qu'on voit ici en jaune et en vert, il y avait en effet l'idée de prendre, je dirais, la suite d'Haussmann côté toulousain, d'engager des percées, mais quelque part, on a réalisé du Haussmann à moitié. C'est-à-dire qu'en effet, on a percé le territoire, mais en même temps, on l'a percé avec une très faible largeur, puisqu'en fait, on a une rue qui fait à peine 15 à 16 mètres de large, donc qui est tout à fait en dehors des dimensions des percées haussmanniennes, qui ne met pas très directement en lien des points nodaux de la ville, d'autant plus que cette percée initiale n'a pas suivi exactement tous les tracés prévus, et notamment l'idée de rejoindre le Grand Rond, pour ceux qui connaissent, directement.
Et de fait, cette rue, au fil du temps, a eu de plus en plus de mal à gérer une double fonction qui était à la fois le fait d'être un espace de transit important, et c'était une des grandes raisons pour lesquelles elle avait été créée, de permettre d'avoir une traversée facile de la ville, et en même temps une fonction d'espace public central, puisqu'elle partageait de part et d'autre le cœur historique. Ce qu'on a voulu mettre en valeur aussi dans cette réflexion sur la ville, et sur cette rue, c'est qu'elle avait, on avait un peu perdu de vue que c'était une rue beaucoup plus complexe que ce simple axe traversant, que c'était une rue très séquencée et avec une richesse architecturale finalement liée aux écarts que s'étaient donnés les architectes au fur et à mesure, à la différence des rues haussmanniennes qui furent beaucoup plus contrôlées. Et ces quelques images historiques montrent bien l'évolution de cette rue qui, au tout début, malgré sa faible largeur, arrivait à peu près à partager l'ensemble de l'espace, malgré, je dirais, une chaussée qui était essentiellement circulante, mais sur laquelle les piétons finalement prenaient place en même temps que le tramway. Et au fur et à mesure que la voiture est entrée dans la ville, elle a eu beaucoup plus de mal à gérer cette double fonction dont je parlais tout à l'heure. La rue s'est de plus en plus encombrée, s'est de plus en plus segmentée et est devenue quelque part un espace beaucoup plus triste qui faisait que c'était une rue à Toulouse, je crois qu'on l'a déjà un peu oublié, qu'on était tous obligés de fréquenter puisqu'elle était devenue quand même l'axe commercial principal et que parallèlement, elle était devenue assez peu agréable à fréquenter et à devenir un espace de promenade.